Alors je vous propose que nous partions en Bretagne, retrouver Natacha, avec qui nous allons discuter de ce qui nous fait le plus peur dans la vie. Quelle était la question ? Comment se fait-il qu'une personne qui a cette peur de l'abandon va se mettre à rejouer cet abandon, qui l'amène dans la relation, quitte à mettre à mal cette relation. Donc elle va se faire abandonner. Elle a peur de ça et elle met en place les conditions qui lui font vivre ça. D'accord. Mais tu sais, je te l'avais déjà dit, pour un autre exemple, une bombe qui explose fait moins peur qu'une bombe qui n'explose pas. Alors je donnais cet exemple pour les personnes qui ont perçu, des enfants notamment, une variation sur le visage d'un des parents et qui savent que ça va exploser. Et à ce moment-là, ils se mettent sous tension et malgré tout, quand il y a la crise, après la crise, il y a ce calme après la tempête, tu sais. Alors j'avais donné l'exemple de quelqu'un en temps de guerre qui entend une bombe qui siffle, ça doit être terrifiant, et boum, elle explose. Ouah, elle n'a pas explosé sur nous. Ça s'accompagne de culpabilité, parce que à la fois je suis soulagé que la bombe n'ait pas explosé sur ma maison, mais en même temps, comment est-ce que je peux me réjouir qu'elle soit tombée sur la maison de mes voisins qui eux en sont peut-être morts. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, j'ai peur d'être abandonné, tu vois. Donc la bombe, elle siffle. Et ça me met sous une tension terrible. Je vais chercher la crise. Je vais chercher la crise et quand la crise est là, waouh, on crie, on s'insulte, on se dispute, on se fait peur. Et idéalement, après la crise, vient le calme après la tempête et on se réconcilie. Et je le proposais tout à l'heure, il y a souvent ces réconciliations sur l'oreiller, ou sous l'oreiller, ce qui est moins rigolo. Mais pas toujours, parce qu'on peut, à la fin de la crise, en arriver à une vraie séparation. Et c'est comme ça que nous finissons par trouver des personnes qui ont, nous, quand nous mettons en place nos traits les plus névrotiques, nous en arrivons souvent à créer le problème qui nous faisait tellement peur. Par exemple, une personne jalouse qui va se méfier de l'autre et lui dire « Oui, je t'imagine avec quelqu'un, alors que l'autre, a priori, est fidèle. Au bout d'un moment, la chose va s'inscrire dans sa tête. Et je suis certain que certaines personnes sont trompées parce qu'elles sont jalouses. Alors que si elles n'avaient pas été jalouses, ça ne serait peut-être pas arrivé. Peut-être aussi, quand on évoquait tout à l'heure le fait que ce soit des enfants ou des adolescents, des enfants plutôt, tu dirais toi d'ailleurs, je crois, dans la problématique d'abandon, on est d'accord, parce que c'est ce qui se joue dans la petite enfance ou dans l'enfance. Oui, qui se rejoue à nouveau, bien sûr. C'est une répétition, c'est la compulsion de répétition dont nous parlons. Oui. Donc à ce moment-là, peut-être aussi qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, cette question d'insécurité majeure et qu'ils ne savent pas faire. Qu'en penses-tu ? Oui, ils ne savent pas faire dans la relation. Ils ne savent pas faire face à leur insécurité, ils ne savent pas se rassurer. Et ils sentent encore une fois cette tension permanente de la peur, parce que la peur c'est une tension, c'est une tension interne. Et encore une fois, la crise va permettre l'expression de cette énergie, cette tension intérieure, et soulager étonnamment. Ce que je voulais voir avec toi, et avec les personnes que tu suis, donc, est-ce que c'est pas justement une espèce de potentielle incapacité, pas forcément pérenne, c'est-à-dire qui ne va pas s'installer dans le temps, ou peut-être, j'en sais rien, mais à être en relation avec l'autre, avec ses propres, tu vois, ses propres émotions, et de pouvoir poser dans une relation d'adulte à adulte ce qui ne va pas. Plutôt que d'aller rejouer un scénario. Tu vois ce que je veux dire là ? C'est bien ce que tu dis, parce que ça pose la question des thérapies comportementales. Si je change de comportement, si j'arrive à démontrer à mon compagnon ou à ma compagne qu'il doit absolument changer de comportement, à ce moment-là, tout va aller pour le mieux. Mais en réalité, c'est quand je vais trouver mon insécurité à moi, quelles sont les causes de mon insécurité ? Et la réponse, elle est, excuse-moi, à l'intérieur de moi. Elle n'est pas à l'intérieur de l'autre. C'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Bien sûr que je dois apprendre à poser mes limites et à poser mon cadre, c'est certain. Mais en même temps, la vraie réponse est à l'intérieur de moi. C'est ce que je voulais te dire, c'est-à-dire, tu vois, quelqu'un qui est à l'intérieur d'elle, qui sait vivre ses émotions, qui sait les accompagner. Oui, accueillir son angoisse d'abandon. Accueillir son angoisse, qui est difficile, parce que parfois elle est tellement majeure, et ça tu vas évidemment être d'accord avec moi, elle est tellement majeure qu'il faut quand même être accompagné par un thérapeute compétent pour pouvoir faire face à ça, quand même. Mais quelqu'un qui sait accueillir et vivre ses émotions,
plus ou moins fortement, hein, les émotions, elles sont plus ou moins fortes. Est-ce que là, dans le cadre dont nous parlons, l'émotion est tellement forte que cette personne, comparativement à l'autre, ne va pas pouvoir vivre ses émotions? Bien sûr. Donc, je reprends ce que je disais au départ qui n'est pas très clair. Quelqu'un qui sait vivre ses émotions va pouvoir poser dans la relation à l'autre l'émotion en disant « Oh là, j'ai peur ». Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on va pouvoir poser des choses comme ça. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Et on va en parler, on va essayer de bien sûr, dans le cadre de la jalousie, plutôt que de dire « je me méfie de toi », dira je ressens un sentiment de jalousie à l'évocation de telle personne. Par exemple, oui. Ça, et à ce moment-là, l'autre a la possibilité éventuellement de nous rassurer. C'est ça. Bien Donc sûr. Ça, tu dirais que dans la relation d'adulte, on pose ces choses-là. Exactement. Donc voilà. Alors que là, quand on est face à une problématique d'abandon qui est majeure, on n'arrive pas à la poser. Non, nous avons des réactions d'enfants. Oui, c'est ça. Nous avons des réactions d'enfants. Nous allons chercher une situation qui va nous mettre en péril en espérant, nous propose Freud, inconsciemment, trouver une résolution. Mais dans la réalité, une fois que je me retrouve dans cette même situation, je vais rejouer le scénario à l'identique et je vais redevenir l'enfant que j'étais. Et en fait, il se passe rien, quoi. Et il se passe rien. Non. Qu'est-ce que tu proposerais, toi, pour faire changer, à part, évidemment, la base, c'est d'aller consulter quelqu'un qui va pouvoir nous rassurer, je veux dire un thérapeute, vivre des expériences relationnelles rassurantes, tu vois, étayées. Oui, il y a quelque chose de rassurant dans la relation thérapeute, mais le thérapeute n'est pas là que pour te rassurer. Hein. Quelquefois, il est là pour te casser les pieds aussi. Hein. Te dire, regardez à tel endroit, qu'est-ce que vous en pensez? Le thérapeute va te permettre de vivre une relation de sécurité, normalement. Oui, normalement. Tu vois ce qui fait que la personne va pouvoir vivre quelque chose de plus sécurisant et peut-être s'en nourrir pour aller vivre d'autres relations. Bien sûr, oui, d'accord. Oui, comprendre qu'à cet endroit-là, elle n'a pas été abandonnée. Comprendre qu'à cet endroit-là, elle n'a pas été abandonnée. Donc, s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, on n'abandonne pas nos patients. Jamais. On se pose la question au début de savoir si on a envie de travailler avec quelqu'un, c'est tout à fait naturel. On peut refuser, alors on va le faire avec délicatesse, de travailler avec quelqu'un, mais une fois qu'on est rentré dans la thérapie, une fois qu'on passait 4-5 séances, on n'abandonne jamais un patient. Jamais. C'est trop grave. Oui. Pour autant, tu peux dire à une personne, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour vous accompagner sur ce domaine-là. Oui, d'accord. Oui. Quand apparaîtrait quelque chose de majeur que tu ne te sens pas capable, même si c'est au bout de quelques mois, tu peux l'évoquer. Ce serait bien de s'en être aperçu beaucoup plus tôt. Hein. Ce serait bien, mais... On a 400 séances au début où on doit faire le point. Après, une fois qu'on est lancé, il faut aller au bout. Mais j'avais eu le cas, eu le cas d'une jeune femme qui avait été adoptée par une mère au comportement pervers. Je crois que j'ai déjà raconté dans une vidéo. Et elle avait été suivie par je crois que c'était un psychanalyste en plus, qui au bout d'un an, et elle avait un comportement qui était assez difficile à vivre, mais elle venait vivre sa névrose, quoi. Elle nous payait pour ça. Et le thérapeute au bout d'un an lui a dit, écoutez, moi je vous supporte plus, j'arrête. Ah oui. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Très con. C'est violent. Hein. Et puis elle est venue me voir. Oui, j'avais donné l'exemple. C'était pour parler. Alors c'était dans une vidéo à l'intention des thérapeutes. Et effectivement, elle avait un côté méprisant. Elle arrivait en retard. Elle était dans le pouvoir. Elle était très contrôlante. Ouais, elle venait vivre sa névrose. Et moi, à un moment donné, j'ai senti un état un petit peu de malaise, presque de détestation. Je l'aimais pas. Et à partir de là, j'ai dit cette phrase, tout contre-transfert. Donc le transfert, c'est ce que vient jouer la personne avec nous. Le contre-transfert, c'est ce que nous serions tentés de jouer avec la personne. Le contre-transfert est une malédiction s'il n'est pas vu. C'est ce que lui avait fait son premier psy. Une bénédiction si on s'en aperçoit, parce que quand j'ai compris que je commençais à la détester, je me suis aperçu qu'elle mettait justement en œuvre tout pour être détestée. Donc elle venait vérifier quelque chose, que j'allais l'abandonner. Et à un moment donné, j'ai pu le dire. J'ai pu dire, je me sens pas à l'aise dans cette situation. Alors avec beaucoup de formes, mais en l'exprimant moi déjà, je m'en suis libéré, tu vois. Et cette personne a pu faire son travail. Et au bout de quelques temps, elle a fini par arrêter, mais c'était sa décision parce que c'était le bon moment pour elle. Et puis des années plus tard, elle m'a envoyé un très beau mail en me disant que sa vie avait changé à partir du moment où elle avait fait cette thérapie. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Je me suis simplement aperçu qu'à un moment donné, j'entrais dans quelque chose de l'ordre de la détestation. Donc dans mon contre-transfert. Et en acceptant de voir mon contre-transfert, j'ai pu la libérer de ça. Intéressant. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans une relation... Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as posé d'entrée de jeu dans notre discussion.
Tu as dit, on ne va pas parler seulement des pervers narcissiques. Là, c'est une problématique beaucoup plus vaste. Quelqu'un qui vient de se faire détester par l'autre pour vérifier, bien sûr qu'on peut dire que le symptôme a quelque chose de pervers, mais ça, non, pas forcément détester, Jean-Charles, parce que là, ça va aller dans le cas de ma patiente précédente, tu vois, elle venait se faire détester, donc elle n'était pas agréable. Elle n'était pas du tout une perverse narcissique, on s'en fout. Quelqu'un de très obsessionnel, très contrôlant. Et on la comprend. Au vu de ce qu'elle avait vécu tout au long de son enfance, il faut quand même se dire une chose, quand on découvre un symptôme chez soi, beaucoup de gens disent « ouais, bon, je suis comme ça », d'un air dénigrant. Non, merci symptôme de m'avoir accompagné jusque-là. Merci ce besoin de contrôle. Merci ce côté. C'est vrai. Grâce à toi, j'ai pu traverser cette vie. Mais aujourd'hui, est-ce que j'en ai toujours besoin? Et on peut remercier le symptôme et lui dire non, mais j'ai plus besoin de toi maintenant. Et je peux vivre. Ça c'est intéressant. Donc là, c'est le conseil pour la personne. C'est ça, rejoint un peu ce que tu dis, l'accueil. Hein. Oui, c'est complètement ça. C'est être en lien avec soi-même, avec ce qui est vivant, parce que finalement, pour moi, tout ça, c'est vivant. Bien sûr. Mais quel conseil tu pourrais donner à une personne qui se trouve en lien avec un enfant qui joue cette, tu vois, qui rejoue par exemple les enfants adoptés qui ont envie d'être sécurisés. Ouais, c'est tellement facile, je trouve, de travailler avec les enfants. Même ça, c'est gonflé ce que je dis là. Un petit peu, oui. Ouais, j'en suis désolé, mais moi, mon grand, à un moment donné, il y a eu une séparation avec sa mère, c'était difficile. La clé où j'ai vu que tout a changé chez lui, c'est le jour où je lui ai dit, tu sais, j'ai confiance en toi. C'est un jour, donc il avait des petites difficultés scolaires, disait-on. Moi, j'y croyais pas parce qu'il est très intelligent, c'est mon fils. Et un jour, je lui ai dit, si tu veux, je vais t'aider à faire tes devoirs. Et il me dit, non, papa, fais-moi confiance, je vais y réfléchir. Voilà. Ça m'allait bien parce que je suis un peu feignant aussi. Nos défauts sont parfois des qualités. En tout cas, là, ça l'a été. Je lui ai dit, écoute, je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Et il a eu son bac avec mention. Oui. Oui, dans ce cas-là. Pour autant, moi, je me suis retrouvée dans des situations, je vais parler de mon fils, qui est magnifique et intelligent, bien évidemment. Ouais. Bisous, mon fils. Donc, mon fils a eu des moments où il m'a vraiment bousculé, tu vois. Sûr. Il allait mal à ce moment-là. Et comme j'étais la personne qui le sécurisait, tu vois, avec cet amour maternel, il me bousculait moi. Moi. Il vivait des choses à l'école. Hein. Il était agressé à ce moment-là. Il était petit. Et j'ai eu à comprendre déjà ce qui se passait là, dans la situation, que je ne comprenais pas. Et j'ai posé des cadres, des limites structurants en lui disant, tu ne me parles pas comme ça, mon chéri que j'aime. Même si vous, c'est rassurant pour lui. Hein. Oui. Mais à ce moment-là, tu vois, dans les moments où maintenant il est plus grand, il est adolescent, donc dans les moments où il n'est pas content, quand il était petit, je lui disais, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Et puis il boudait comme ça, et puis j'amenais la main comme ça à côté, puis il amenait la main, tu vois, tout délicatement. C'était un jeu. Il avait besoin d'être rassuré corporellement. Et puis, maintenant il est ado, donc quand il y a des limites que je veux poser, je lui dis, ces limites-là, elles ne sont pas parce que moi, je ne suis pas contente ou moi, ceci, cela. C'est parce que je considère que pour toi, ceci n'est pas bon, parce que je t'aime. Il n'est pas content, hein, il me fait tout son sketch. Mais au final, le fait d'être structuré, de dire, là, je ne céderai pas pour telle et telle raison, c'est pas en fonction de ma variation interne d'émotion. C'est pour lui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le contre-transfert. Alors, on ne parle pas de contre-transfert avec ses enfants. Mais si mon enfant me dit, tu es bête, comprendre que c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est qu'à un moment donné, il a besoin de m'agresser. Ou de me plaisanter, d'ailleurs, parce que c'est pas forcément une agression. Il peut y avoir des agressions partout. Et à ce moment-là, si je me sens pas très concerné, je peux l'accueillir avec le sourire et l'humour, le jeu, ce que tu dis, c'est magnifique avec les enfants. C'est génial. Je t'ai entendu me dire une fois, tu répondais à une de mes questions, c'est vous ne faites pas partie de l'équation. Non, mais en fait, on ne fait jamais partie vraiment de l'équation. Hein. Ça se demande même dans une relation amoureuse. Jacques Lacan dit, il n'y a pas de relation amoureuse. C'est-à-dire chacun vit ce qu'il vit. Évidemment, on prend soin de l'autre. Évidemment, on essaye de l'entraîner à la meilleure place possible. Mais oui, nous sommes seuls quelque part. Et être en relation, c'est de l'ordre de la magie. Hein. Mais bien comprendre que si quelqu'un me dit tu es bête, par exemple, c'est pas de moi qui parle.
Non, quand on se sent intelligent. Mais maintenant, oui. Si la personne se sent bête et que tu vas toucher à ses failles, j'entends. Mais ça reste encore entre elle et elle. C'est elle qui doit se rassurer. Ouais. L'autre est jamais un problème. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Par exemple, ça c'est intéressant. C'est intéressant dans le thème des pervers narcissiques. Oui, un pervers narcissique, il nous dénigre sans cesse. Mais à un moment donné, si vous dites tu es bête, ben ouais, tu as raison, mais je m'en étais aperçu en plus. En plus, moi, j'ai un QI à géométrie variable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, mais c'est pas drôle. À un moment donné, je peux résoudre un problème super intelligent, puis un autre moment. C'est drôle parce que j'ai un QI à géométrie variable. Mais je pense qu'on en est tous un peu là. Hein. Et à un moment donné, face à quelque chose de simple, je sais pas pourquoi je trouve pas, je comprends pas. Ouais. Et bon, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue. Hein. Souvent, c'est quelque chose de l'ordre. Enfin bref, c'est une autre question. C'est un autre thème à développer. Non, c'est intéressant parce que tu as donné 2 conseils là. Ouais. Tu as dit, vous ne faites pas, je t'ai vous ne faites pas partie de donner le l'équation, conseil, vous ne faites pas partie de l'équation. Donc là, on parle de détachement. C'est pas de votre bêtise dont il est question. C'est pas de votre bêtise dont il est question. Pour autant, tu vois, avec l'enfant, on a évoqué, c'est la posture un petit peu différente de la posture qu'on peut adopter avec son amoureux, son amoureuse. La réponse, elle est dans tous les cas, c'est une question de distance. Tout à l'heure, je parlais du thérapeute. Évidemment, il y a la distance juste, hein, neutralité, bienveillance, disait Freud. Avec nos enfants, il faut trouver la distance juste. C'est, je trouve, pas le plus difficile. Pour moi, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et avec son amoureux, son amoureuse, avec son patron, avec son chef de service, avec tout, c'est trouver la distance juste. Hein, ne pas permettre à l'autre de nous faire ou de nous défaire selon sa parole. Et s'il y arrive, c'est que j'ai un problème. Ça, c'est intéressant. Ne pas permettre à l'autre de nous faire ou nous défaire dans sa parole. Bien sûr. Maintenant, il y a des choses, comme tu le sais, tu le dis souvent, il y a aussi poser vos limites et votre cadre. Oui, bien. Ah oui. Voilà. Oui. Vous êtes sujet. J'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de gens là-dessus parce que souvent on me dit ouais, moi il y a ça, je ne le supporte pas, mais je m'aperçois que les autres l'acceptent. Ben ouais, mais n'empêche que vous avez votre limite, elle vous est propre. Donc peut-être arriver dans une relation et dire voilà, ceci non. Ouais. Ceci ok. Oui. Et puis. Mais tu vas voir, tu en as vite fait le tour, hein, normalement. De ton cadre et de tes limites. Je sais pas, je pense que c'est des choses qui se discutent au fur et à mesure de la relation. Je pense que tout n'est pas dit dès le départ, à mon avis. Hein. Bien sûr. Donc par rapport à la problématique de l'abandon, cette personne va te faire jouer ça en toi, enfin en lui, c'est-à-dire que je parle de l'abandon. Il va te pousser à l'abandonner. Et à ce moment-là, quand toi, tu n'es pas d'accord avec ses façons de faire, tu dis, je ne fais pas partie de l'équation parce que ça le regarde, mais 2, je regarde comment moi ça se... Mais tu peux le formuler, tu as parlé tout à l'heure de la CNV, tu peux le formuler, tu peux le formuler en disant, je comprends que tu aies telle attitude, sache que pour moi c'est un petit peu difficile à vivre. Ouais. Voilà. Il m'est difficile d'entendre que tu es sans cesse dans une angoisse d'abandon, alors que personnellement, je n'ai pas du tout envie de t'abandonner. Maintenant, après, si tu as besoin de continuer de jouer ça, joue-le, mais tu le joues sans moi. Quoi. Voilà. C'est clair. Ok, c'est super. Bon. Mais écoute, j'espère que ces digressions vous auront intéressé. En tout cas, si vous êtes intéressé par nos vidéos, pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est son importance. Abonnez-vous, à vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis, s'il te plaît, faites des commentaires. Oui, des commentaires, parce que vos commentaires vont nous encourager à faire d'autres vidéos. Bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.